7h06 sur Radio Fidélité et comme chaque vendredi matin, Tiffaine Sellier part à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire avec sa fameuse émission Le Tour des Clochers. Bonjour Tiffaine, aujourd'hui vous êtes en direct du Loroux-Bottereau. Oui, tout à fait. Bonjour Clara, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes, comme vous l'avez dit, nous avons installé nos micros au Loroux-Bottereau, à la paroisse Saint-Barthélemy, entre Loire et Divat, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Nantes, près des vestiges du château de Pierre-Landais, au cœur du vignoble nantais. Cette paroisse est commune que l'on va découvrir tout au long de cette matinée avec, bien sûr, votre invité fil rouge. Et oui, comme tous les vendredis matins, Clara. Alors, je suis accueillie aujourd'hui par le père Serge Babingui, prêtre administrateur de la paroisse. Bonjour, père. Bonjour. Alors, merci beaucoup déjà de nous accueillir ici ce matin dans cette belle maison paroissiale. Père Babingui, cette paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat regroupe 7 clochers, Barbechat, la Boissière du Doré, la Chapelle Basse-Mer, la Remaudière, le Landreau, Saint-Julien-de-Concelles et bien sûr le Loroux-Bottereau. Alors, pendant cette première demi-heure, nous reviendrons sur votre parcours du Congo à la France, votre thèse de doctorat et vos écrits, avant d'évoquer votre arrivée ici, dans le vignoble nantais. À partir de 7h30, place à la vie paroissiale. Nous recevrons celles et ceux qui accompagnent les couples vers le mariage, les enfants dans la foi, et puis ceux qui animent la liturgie au quotidien. À 8h05, nous changerons de registre avec 2 adjoints au maire pour découvrir les projets qui dynamisent la commune. À 8h17, nous nous plongerons dans l'histoire du Loroux-Bottereau, de son prieuré médiéval au château de Pierre-Landais. Et pour conclure ce tour des clochers à 8h45, nous mettrons en lumière une belle initiative de solidarité, l'association des Pannépices, une épicerie solidaire qui vient en aide à plus de 200 ménages du territoire. Une matinale au cœur du vignoble nantais où se mêlent patrimoine, solidarité et foi vivante. Et qui commence maintenant sur Radio Fidélité. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Père Serge Babingui, vous êtes l'administrateur de cette paroisse depuis septembre 2017, mais avant d'arriver ici, dans le vignoble nantais, votre histoire, elle commence bien loin, au Congo. Vous êtes né en 1973 et vous avez grandi à Brazzaville. À quel moment est-ce que vous avez su que vous vouliez devenir prêtre ? Oh, sacrée question. Bon, je suis né d'une famille profondément chrétienne. Mes parents nous ont initiés à la foi. Je suis d'une très grande famille de 10 enfants. Et donc, 5 filles, 5 garçons, parité égale, sans complaisance. Et donc, nous avons été initiés à la foi depuis notre enfance. Et voilà, ça a su cheminer avec cet esprit-là. Bon, je suis le seul de la famille à avoir un jour dit, écoutez, je crois qu'au fond de moi, il y a un appel et je voudrais répondre à cet appel-là, bien encouragé par ma famille, mes parents en particulier, qui m'ont soutenu, qui ont mis en place des moyens nécessaires pour pouvoir avancer. Vous savez à peu près à quel âge c'est arrivé cet appel ? D'abord, cet appel est arrivé, je pense que j'avais déjà 9 ans, parce que... C'est marrant, c'est souvent à cet âge-là, oui. À cet âge-là, j'étais servant d'hôtel. Oui. Et donc, la proximité avec le clergé, je pense que a nourri aussi. Mais il y a un prêtre qui m'avait marqué, le père Loss, qui était un spiritain, qui est venu travailler, un Français spiritain qui est venu travailler dans ma paroisse. Et ce prêtre était tellement joyeux que je mettais un lien direct entre la joie qu'il dégageait et le ministère qu'il assumait. Et je pense que ça a beaucoup nourri mon chemin pour vraiment répondre à cet appel que le Seigneur m'a adressé. Et le 7 juillet 2007, vous êtes ordonné prêtre à Brazzaville. Vous devenez ensuite vicaire à la cathédrale Sacré-Cœur pendant 3 ans. Quel souvenir vous gardez de ces premières années de ministère ? Écoute, le souvenir que je garde
de ces premiers temps du ministère, c'est que, comme disait notre archevêque émérite, Monseigneur Anatole Milandou, il faut créer le paradis là où vous êtes. Et j'ai rencontré des aînés dans le sacerdoce qui m'ont accueilli, qui m'ont donné davantage encore le goût de vivre la vie communautaire avec d'autres prêtres. Et je pense que cet esprit a façonné ma vie, ce qui fait que j'aime bien vivre en communauté. Et d'ailleurs, en France, j'ai toujours vécu en communauté avec des frères. Et je peux vous rassurer que tout se passe formidablement bien. Et bien justement, arrivons à la France. En septembre 2010, vous avez 37 ans et l'archevêque de Brazzaville vous envoie étudier justement en France. Pourquoi avoir accepté de repartir sur les bancs de l'université à cet âge-là et puis en plus en France ? Bon, quand j'ai terminé le séminaire, la recommandation de mes formateurs était de dire il était quand même important de doter l'Église des talents qui peuvent réfléchir sur des questions de fond. Et donc, il y avait cette recommandation et mon évêque l'avait gardée dans sa mémoire. Et quand les 3 ans sont passés, qu'il m'a proposé finalement de dire mais est-ce que tu ne serais pas d'accord d'aller continuer? Il y avait un potentiel. Oui, oui. Et j'ai répondu donc favorablement à cela. Et en août 2010, je suis arrivé accueilli par la paroisse de Noisy-le-Grand, Saint-Sulpice de Noisy-le-Grand. En région parisienne. En région parisienne. Et je crois que je vis depuis que je suis prêtre des belles années. Mais c'était pas facile le début quand même, parce que vous dites que quand vous êtes arrivé en France, il y avait ce côté individualiste, une société quand même où on se retrouve bien seul. C'est très différent de l'Afrique, du Congo. Oui, certainement. Ça je rassure que ceux qui ont découvert nos pays d'Afrique tels qu'ils sont, et ça se dégage une joie et une vie communautaire. Oui, une solidarité, une vie entre soi. Oui. Mais quand on arrive en France, moi personnellement, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est de voir un peu une société individualiste, pas dans le mauvais sens. Non, mais où chacun a un peu sa porte fermée quand même. Sa porte fermée, je peux le dire. Oui. Mais ça n'excluait pas l'attention à l'égard de l'autre. D'accord. Mais c'est pour un Africain qui débarque, c'était pour la première fois que je venais en France. J'ai réfléchi quand même pendant quelques jours pour dire est-ce que c'est ici ou bien je dois repartir. Mais je crois que j'ai bien fait de rester parce que je suis très heureux. Nous, on est content que vous soyez resté. Et alors, après 2 masters, vous vous lancez dans un doctorat sur 2 jésuites du XXe siècle, Henri de Lubac et Gaston Fessard. 7 ans de recherche. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez ces 2 hommes ? Je pense que j'ai découvert à travers ces 2 jésuites l'histoire aussi de l'Afrique et de mon pays particulièrement. Parce que c'est des auteurs qui ont croisé des grandes crises, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et toutes les crises qui sont tout autour de ces événements horribles. Et je pense aussi qu'à un certain moment, l'Afrique traverse des moments très difficiles. Et mon pays, le Congo-Brazzaville, n'en fait pas exception. C'est un pays qui a connu des drames. Et je voulais à travers un peu me mettre un peu à côté, découvrir comment d'autres, dans d'autres cultures, ont essayé de réunir les outils pour pacifier le monde, pour pacifier le pays, pour pacifier les cœurs des hommes. Et donc, en réfléchissant un peu sur la dimension politique de leur correspondance, j'ai découvert que nous avons des outils et en tant qu'Église, de pouvoir aider le monde, les politiques, la société, à pouvoir se réconcilier pour éviter des moments qui viennent déchirer notre tissu social. Et voilà ce que Et vous allez partager ces outils, vous avez envie de les partager aujourd'hui ? Je continue dans mes petits écrits de pouvoir avancer, éclairer dans la vie pastorale. Il faut les envoyer aux politiques finalement, vos écrits. On essaie, quand je les rencontre, je ne cesse jamais de dire un petit mot. Mais en plus, vous avez bien réussi, puisque le 2 mars 2023, vous avez soutenu votre thèse à l'Université catholique d'Angers
d'Angers. Et il y avait une 60aine de paroissiens venus du Congo. Vous avez obtenu la mention Magna Cum Laude, qui veut dire avec grands éloges. Bravo. Merci. Et votre thèse devient un livre de 500 pages publié chez Bayard. Et en décembre dernier, vous avez encore publié un ouvrage qui s'appelle « Les sacrements, trésors de notre foi chrétienne ». Un ouvrage cette fois-ci peut-être plus accessible. Pourquoi ce livre sur les sacrements maintenant ? Je trouve que quand nous parlons des sacrements, on se limite uniquement aux 7 sacrements. Mais les sacrements vont un peu plus loin. C'est-à-dire ? Vous savez que il faut parler de 3 niveaux de sacrements. Le sacrement premier, le sacrement fondamental et les 7 sacrements. Le sacrement premier, c'est le Christ, qui m'a vu, a vu le Père. Et le sacrement fondamental, c'est l'Église. L'Église est le sacrement du Christ. Quand on entre dans l'Église, quand on rencontre l'Église, l'Église nous conduit vers le Christ. Vu comme ça, on se sent quand même important. Là. Voilà. Et donc, les 7 sacrements sont les actes à la fois du Christ et de l'Église. Et je pense que là se cache le fond de notre vie chrétienne. Oui. C'est que dans les sacrements, nous avons la présence réelle du Christ qui vient nourrir notre âme, qui vient nourrir notre foi, qui vient nourrir notre démarche et notre expérience chrétienne. Et donc, dans les sacrements, si nous les vivons selon le regard que nous pouvons avoir de l'Église et du Christ lui-même, sont des moyens qui nous sont donnés pour entrer dans le salut de Dieu. Eh bien, merci Père pour ce retour sur votre parcours et vos écrits. Et maintenant, comme chaque matin, place à la parole de Dieu avec l'évangile de ce jour. Il s'agit de Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins, assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Aujourd'hui, le Seigneur déclare par la bouche de son prophète : « Je t'ai donné un enseignement utile, je t'ai guidé sur le chemin où tu marches, si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. » Et nous entendons Jésus nous dire, comme en écho, cette génération ressemble à des gamins capricieux et inconstants qui passent leur temps à critiquer et se moquer, mais ne veulent rien entendre, rien comprendre. En me regardant, je ne peux que me sentir visé moi aussi par cette interpellation du Seigneur. J'ai reçu tous les dons de Dieu pour parvenir à la sainteté, mais quelle perte de temps et quel gaspillage trop souvent. Pourtant, je suis émerveillé moi aussi par la sagesse de Dieu qui se manifeste avec humilité et puissance dans l'incarnation du Fils de Dieu, dans ses faits et gestes quotidiens, par ses psaumes que je prie chaque jour et qui sont pour moi une source vivifiante, une lumière sur ma route, par son Eucharistie, le grand miracle qui ouvre le ciel chaque jour et me fait pénétrer dans le mystère du Dieu vivant. Eh bien, je parviens à voir l'œuvre magnifique de sa grâce dans mon cœur et surtout dans le cœur des humbles et des pauvres que je rencontre. Mais quel décalage entre cette sagesse de Dieu et les caprices de ma nature humaine, tirés à hu et à dia par les blessures de mon péché. En ce temps de l'Avent, je t'écoute, Seigneur, me redire, à travers la sagesse du psalmiste qui priait déjà en toi : heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmurent sa loi jour et nuit. Amen. De retour à la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat pour notre tour des clochers. On vient d'entendre l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19, commenté par le père François-Xavier Henry, prêtre du diocèse de Nantes. On va parler de votre arrivée ici au Leroux-Bottereau, père Serge, dans la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat. Avant cela, dans cet évangile, Jésus compare sa génération à des enfants qui reprochent à Jean-Baptiste de jeûner et à lui-même de manger et boire. Qu'est-ce que ce texte vous inspire ce matin, Père ? Ce que ça m'inspire, c'est que le temps de l'Avent s'adresse au cœur de l'homme. Or, ce cœur est parfois indifférent aux appels du Seigneur. C'est pour cela que Jésus dit « On a chanté les chants de deuil, vous n'avez pas pleuré. On a entonné des chants de joie, vous n'avez pas dansé. » C'est ce cœur-là qui parfois aux appels du Seigneur, la réconciliation, l'amour, la justice. Mais ce cœur reste fermé. Et Jésus est en train de réinterroger ce cœur-là pour qu'il écoute la voix de Dieu, la voix qui vient apaiser, la voix qui vient nous éclairer, la voix qui vient nous montrer le vrai chemin. Et nous pouvons aussi voir dans la figure de Jean-Baptiste avec ce message qu'il apporte, finalement, qui interroge aussi le cœur, la conversion. Si l'homme ne change pas, nous continuerons à suivre des chemins de fatalité et les interrogations multiples continueront à exister. Tout peut changer dans ce monde, tout peut devenir meilleur, mais l'homme doit changer son cœur. Il doit être à l'écoute de Dieu, car la vraie délivrance, la vraie joie, le vrai bonheur que nous cherchons dans ce monde vient de Dieu. Ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Et nous devons être à l'écoute du Seigneur qui nous révèle finalement, quand nous nous comportons différemment de ce que Dieu veut, nous sommes comparables à ces gamins qui entendent quelque chose mais ne réagissent pas. Oui, le temps de l'Avent comme vraiment un temps de conversion. On est tous appelés à être en conversion. Voilà. Alors pour revenir à vous, Père Serge, en septembre 2017, vous êtes affecté ici à la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat. Je l'ai dit en introduction, ce sont 7 communes, environ 27 000 habitants. Quelle a été votre première réaction en découvrant l'ampleur du territoire ? D'abord, j'étais à la fois interrogatif sur la mission elle-même. Ouais. Je me souviens quand le vicaire épiscopal qui était chargé de la zone vignoble m'avait appelé pour me demander un service, je m'étais posé la question pourquoi moi ? Parce que je venais d'ailleurs de loin. Ouais. Et ensuite j'arrive à peine une année de présence dans le territoire, d'ailleurs que je ne connaissais pas encore très bien, et qu'on me demande de pouvoir assumer une telle mission. Mais que vous avez pris finalement j'ai accepté avec beaucoup de joie. Oui. Et je ne me rendais pas compte encore de l'étendue du territoire paroissial. Et puis je me suis rendu compte que c'est un territoire immense, 7 clochers, 27 000 habitants. Et il faut tourner. Heureusement, vous n'êtes pas seul, mais on va y revenir. Une question que moi je me pose, mais peut-être que des auditeurs se posent, pourquoi Saint-Barthélemy ? Alors, Saint-Barthélemy, c'est d'abord chaque clocher a son nom. Oui, c'est ça, voilà. Il y a eu un regroupement. Et il y a eu un regroupement des paroisses. Et je pense que ce qui a guidé ceux qui ont proposé ce nom se sont référés à une chapelle que nous avons dans le territoire paroissial qui s'appelle Saint-Barthélemy. Cette chapelle a une longue histoire, une histoire à la fois humaine mais aussi spirituelle. Parce que autour de Saint-Barthélemy, il y a un puits dont l'histoire nous apprend que pendant des longues années, des malades venaient puiser cette eau et cette eau avait vraiment un caractère miraculeux.
qu'il apportait de la guérison aux personnes qui venaient. Et je pense que quand le temps était arrivé, pour réunir toutes les communautés de notre territoire paroissial, on a pensé porter notre regard sur Saint Barthélemy, qui n'est autre que l'un des disciples du Christ. C'est une belle histoire. On parlera justement de l'organisation de cette paroisse. Comment est-ce que vous gérez les célébrations, etc. On en parlera avec les paroissiens qui sont autour de nous et qui vont venir témoigner. Juste une chose, vous travaillez donc avec une équipe pastorale, hein. Votre thèse, elle portait sur la théologie politique renouvelée, la capacité de l'Église à s'adapter aux questions actuelles. Quels sont selon vous les défis concrets aujourd'hui pour cette paroisse ? Alors, il y a beaucoup de défis. Hein. Oui, on imagine. Le premier défi, c'est d'abord être à l'écoute de la mission que le Seigneur donne à une paroisse. La mission d'annoncer la bonne nouvelle. Mm-hmm. La mission de célébrer les merveilles et la gloire de Dieu. La mission d'aller à la rencontre de ceux qui sont loin de la foi, périphérie dont parlait François. Le pape François parlait des périphéries. Mais aussi des défis de réorganiser la paroisse selon les besoins et les expressions d'aujourd'hui. Je pense que la paroisse évolue aussi avec les réalités du monde, les réalités d'aujourd'hui. Et oui. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'hier et les méthodes de les approcher ne sont plus les mêmes d'hier. Donc, nous sommes tous appelés à pouvoir adapter notre façon d'aller à la rencontre de toutes ces personnes qui attendent finalement le message du Christ. Et je pense que ça, c'est intéressant et depuis un certain nombre d'années, nous investissons dans ce sens-là. Alors pour terminer, parce qu'après on va laisser la parole aux paroissiens, vous avez également confié que pour aborder les questions du monde aujourd'hui, il nous faut nous armer de courage, d'audace et d'humilité. Il vous faut ces trois qualités pour votre ministère ici ? Oui. Vous y arrivez ? Vous avez ces trois qualités, on demandera aux autres. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Merci infiniment, Père Serge, pour ces premiers échanges. On poursuit notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat. Dans quelques instants, place à la vie paroissiale. Restez avec nous. C'est le tour des clochers. Il est 7h presque 32 et nous poursuivons, comme vous le disiez Clara, notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat, toujours en compagnie du Père Serge Babingui. Et maintenant, place à celles et ceux qui font vivre cette paroisse au quotidien. Des laïcs engagés dans différentes missions pastorales sont avec nous ce matin pour nous raconter comment ils accompagnent les habitants de ce territoire, de la coordination paroissiale à la préparation au mariage, de l'éveil à la foi des tout-petits jusqu'aux célébrations liturgiques. C'est toute une communauté en action que nous découvrons maintenant. C'est le tour des clochers. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Delphine Loriche. Bonjour. Bonjour Tiffaine. Vous êtes coordinatrice pastorale paroissiale, une CPP. On en rencontre maintenant presque dans chaque paroisse. Cette paroisse, je l'ai dit, elle rassemble 7 clochers. Je rappelle qu'il y a Barbechat, la Boissière du Doré, la Chapelle Basse-Mère, la Remaudière, le Landreau, Saint-Julien-de-Concelles et le Leroux-Bottereau. Parce qu'il faut les nommer. C'est pas parce qu'on est au Leroux-Bottereau que les autres n'ont pas d'importance. Comment est-ce qu'on coordonne la vie pastorale sur un territoire aussi vaste ? Alors moi j'aime bien dire que j'essaye de mettre de l'huile dans les rouages. Je suis pas mécanicienne, mais bon, pour que tout fonctionne bien en fait. Voilà. Mon rôle, c'est un petit peu de soutenir les différents bénévoles, de différentes équipes, d'organiser l'année pastorale en établissant tout le calendrier des activités paroissiales sur toute l'année scolaire, etc. Voilà, parce qu'effectivement, c'est une grande paroisse avec 7 communautés locales, des équipes dans tous les domaines. Il y a beaucoup de bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement de cette belle paroisse. Et l'idée, c'est d'essayer que tout le monde travaille ensemble
Dans le meilleur. Et vous avez pour ça des EAL, on en parlera tout à l'heure, puisqu'elles sont avec nous, des équipes d'animation locale. Chaque équipe a une responsable locale. Par exemple, Marie-Bernadette Coué pour le Landreau, Martine Marchais pour le Loroux, mais il y a aussi Claudie Valaise, je dis bien, vous me dites, oui, Suzanne Barbonneau à Barbechat, Roselyne Licois à la Boissière du Doré, Mauricette Séché à la Chapelle-Basse-Mer. Vous travaillez quotidiennement avec ces équipes locales ? Oui, tout à fait. Elles sont votre relais ? Oui, c'est ça. En fait, ces équipes sont le relais des paroissiens auprès du curé, auprès de l'équipe d'animation pastorale. Et ces personnes-là animent localement la vie paroissiale. Ils vont organiser des événements. Par exemple, au moment du marché de Noël, à Saint-Julien, l'équipe avait décidé d'ouvrir l'église pendant le marché de Noël de Saint-Julien-de-Concelles pour accueillir les personnes dans l'église, pour qu'elles puissent la découvrir. C'est une belle initiative. Voilà, à la Boissière du Doré, l'équipe d'animation locale a participé à la mise en œuvre d'une journée lors de la journée du patrimoine en septembre dernier, etc. Voilà. Donc elles nous raconteront de l'intérieur vraiment comment elles vivent ces missions-là. Vous faites aussi partie de l'équipe d'animation paroissiale, le AP, avec le père Serge, le père Gaspard Lucongo, les diacres François Vissuzen et Gérard Jubert. Quand vous vous réunissez, quels sont, Delphine, les sujets qui reviennent le plus souvent en ce moment ? Alors, en ce moment, on est en train de travailler pour l'année 2025-2026 sur, on s'appuie, on s'intéresse vraiment à essayer de revisiter la célébration de nos sacrements. Et du coup, on a commencé à rencontrer tous les acteurs de la catéchèse. Par catéchèse, on n'entend pas uniquement les petits, pour les petits, mais également la catéchèse, ça passe par la préparation au mariage, la préparation à différents sacrements. La catéchèse au sens large. Au sens large, voilà. Pour recueillir les besoins, les attentes, les joies et les difficultés de tous ces acteurs de la catéchèse, pour réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y a besoin de revisiter nos sacrements ? Et si oui, de quelle façon ? Voilà. Comment être le plus adapté, le plus près plus près des personnes, sachant que le profil des personnes qui viennent demander un sacrement ou des services à l'église aujourd'hui n'est pas forcément le même profil qu'il y a 50 ans, donc il faut savoir s'adapter. Et voilà, donc on s'attelle à ça cette année. Et puis, on continue également la mise en œuvre des actions qu'on avait entamées l'année dernière, notamment par exemple l'accueil des fidèles à l'église. On a mis en place dans toutes les églises des coins enfants pour accueillir les enfants lors des célébrations. Il y a également des équipes d'accueil qui accueillent les fidèles au début de la messe avec un petit bonjour, etc. Oui, pour ceux qui arrivent, c'est toujours important d'être bien accueillis. Et puis également l'aspect communication où on a mis en service notre site internet. Voilà, on n'en avait pas depuis un certain temps. Et puis on a également, on essaye de renouveler notre équipe Parabole dont nous parlera Martine tout à l'heure. Oui, un journal très spécial. Voilà. Merci Delphine. Et justement, parmi les missions essentielles d'une paroisse, il y a l'accompagnement des couples qui se préparent au mariage. Dominique Philly et Pauline Brégot sont avec nous pour en parler. C'est le tour des clochers. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour. Dominique, vous êtes membre de l'équipe d'animation pastorale depuis 2019 et vous êtes responsable de l'équipe de préparation au mariage. Vous êtes aussi membre du mouvement des Focolaris. Combien de couples est-ce que vous préparez chaque année au mariage dans cette paroisse ? Est-ce que vous en avez un peu une idée globale ? Oui, c'est variable. L'année précédente, l'année passée, on avait 34 couples que nous avons accompagnés. Cette année, beaucoup moins. Voilà, ça dépend des années. Ça dépend des années. Il y a eu un 34 est une bonne année ? Ah oui, bien sûr, oui. Là, et puis aussi par rapport à nos capacités, c'est bien qu'on n'en ait pas plus parce qu'il faut aussi faire un travail qui soit un peu soigné, quoi. Ouais. Et vous n'êtes pas novice en la matière puisque vous avez été délégué épiscopal pour la famille, donc épiscopal, donc au niveau du diocèse, c'était avec Monseigneur Soubrier. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du profil des futurs mariés ? Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça définit effectivement notre pastorale. Mais d'une manière générale, quand on s'adresse aux futurs mariés, je dirais, il ne s'agit pas de les amener vers nous, il s'agit d'aller vers eux. Oui. Il s'agit de les rencontrer, leur histoire, de comprendre aussi un petit peu leur démarche.
Et le profil, c'est que d'une part, l'écart d'âge, enfin l'échantillon, les plus jeunes jusqu'aux plus vieux, ça a beaucoup évolué. C'est très large. On a cette année un couple qui a une vingtaine d'années et on a un couple qui a plus de 50 ans. Voilà. Ah oui. Ça, auparavant, on n'avait pas trop ça. Ensuite, bon, on le sait, mais les couples se marient plutôt plus tard qu'auparavant. Donc, on a une diversité d'âge et d'histoire qui est assez nouvelle. Et puis aussi, il y a la réalité que ce sont la plupart du temps des familles qui ont des enfants, quelquefois d'unions précédentes ou de plusieurs unions. Et donc là, on fait avec la réalité de cette famille. Les futurs mariés, ils arrivent avec leur histoire de famille souvent. Et on ne s'adresse pas de la même manière à un couple jeune de 20 ans. Donc il faut se former pour être dans l'écoute et avoir la bonne parole finalement. Oui, bien sûr. Et pas plaquer des vérités. Oui. Non, voilà, c'est surtout pas plaquer des vérités, c'est comprendre aussi ce qu'ils attendent et leur faire découvrir un petit peu plus peut-être le sens de... C'est un moment très privilégié, la préparation au mariage. Les 6 mois qui précèdent le mariage lui-même, c'est un moment privilégié pour les couples, pour qu'ils se parlent, pour qu'ils aillent un petit peu en profondeur. Et donc, nous, on essaie de profiter de ce moment de disponibilité pour approfondir un petit peu le sens du sacrement. Et il y a différentes étapes, hein, c'est ça? Il est organisé sur plusieurs mois? Oui, il y a plusieurs étapes. Il y a les rencontres personnelles que les accompagnateurs font avec chaque couple. Ça, c'est important, personnel, donc individuel, enfin en couple. Et puis, il y a des journées où on rassemble un peu tout le monde. Et là, c'est 3 journées. La première, elle est plutôt sur le sens du mariage chrétien. Mais on insiste aussi sur le mariage civil, parce que c'est une chose très importante pour nous. Qui d'ailleurs est avant le mariage religieux. Oui, voilà. Et puis, et d'insister sur cet engagement social qui est le mariage civil. Et puis, la deuxième journée va parler plus de la foi chrétienne, parce que c'est pour répondre aussi à toutes les questions. Souvent, ce sont des personnes qui sont plus ou moins éloignées de la foi. Et donc, redonner un peu du sens ou mettre derrière certains mots un peu de réalité. Et la dernière journée qu'on leur propose est autour de la communication et du pardon. Ça, c'est important. Et vous travaillez en équipe avec d'autres couples accompagnateurs, Clément et Aurélie Juteau, qu'on verra tout à l'heure, qu'on entendra tout à l'heure, Serge et Mauricette Séché, Thibaut et Émilie Lefebvre. C'est important que ce soit des couples mariés qui accompagnent les futurs mariés? Oui, c'est très important. Et en même temps, ce qui est important, quelquefois, on a des personnes un peu plus âgées qui ont 50 ans de mariage, ou d'ailleurs c'est mon cas, qui disent « Oh ben non, moi je suis trop vieux pour faire de la prépa mariage ». Pas du tout, au contraire. On est très content d'avoir des couples qui sont mariés depuis peu ou des couples qui sont mariés depuis très longtemps. Mais que ce soit des couples mariés qui accompagnent, oui, c'est important. Bien sûr. Pauline, vous avez vécu ce parcours l'année dernière avec David, votre mari. Vous vous êtes mariée au sein de cette paroisse. Qu'est-ce qui vous a poussé à demander un mariage religieux? Alors nous, on se connaissait avec David depuis 25 ans. Donc on avait aussi envie d'officialiser, enfin, notre union. C'était aussi un moyen de sceller notre engagement. Et on a souhaité qu'il y ait aussi une partie de mariage qui soit fait à l'église. On voulait aussi vivre cette union d'une manière un petit peu plus... avec une dimension un peu plus spirituelle, avec quelque chose qui nous dépasse peut-être un peu plus. Et puis on a découvert, grâce à ça aussi, donc la préparation du mariage, qui a été vraiment des très beaux échanges. Oui, c'est ça, vous n'étiez pas spécialement proche de l'église avant cette démarche. Ces rencontres de préparation au mariage, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ? Alors c'est vrai que quand on apprend qu'il va y avoir ces préparations, on est un peu dans l'inconnu, on se demande ce qu'on va faire, c'est du temps aussi à prendre, et comme l'expliquait Dominique, nous aussi on a des enfants, donc on se demande un peu comment on va organiser tout ça. Oui. Et en fait, c'est vraiment un moment où on peut prendre du temps pour soi, pour notre couple, pour pouvoir échanger, se poser des bonnes questions. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble, on pensait communiquer plutôt correctement, et finalement, lors des préparations du mariage, on apprend qu'il y a des choses à faire, différentes manières de faire. Et grâce aux couples qui sont présents, alors que ce soit les organisateurs ou les couples présents, c'est très enrichissant aussi. Ouais. Parce qu'effectivement, du plus jeune au plus vieux, avec ceux qui ont déjà beaucoup vécu ensemble et pas d'autres, il y a beaucoup d'échanges qui se fait et vraiment... on peut en retirer beaucoup de choses. Et vous disiez que vous cherchiez une dimension spirituelle. Le jour de votre mariage, vous avez ressenti quoi ? Est-ce que cette dimension religieuse, elle a pris un sens particulier ? Alors ça a été une journée qui a été bercée, vraiment je pense que si je veux donner un mot à ce mariage, c'était bercé d'amour. Par nos proches, par toutes les personnes qui nous ont entourés. Notre mariage a commencé donc à la mairie.
Et on nous l'avait expliqué, et c'était très intéressant aussi d'avoir cette dimension, de comprendre ce côté. Très émouvant, hein. Il y avait mon frère qui avait commencé avec un très beau discours, donc ça a été compliqué. Et puis après, à l'église, vraiment un moment très familial, un vrai échange. Ça a été vraiment un moment où on a été porté par tout le monde, par ce moment, et par beaucoup d'amour. Et votre lien avec la paroisse, du coup, s'est créé à ce moment-là par cette préparation au mariage ? Ça s'était créé un petit peu avec le baptême de notre fille, parce qu'on avait eu une préparation ici à l'époque. Et puis oui, ça s'est vraiment renforcé, je trouve, sur beaucoup d'aspects. Dominique, vous proposez justement une journée post-mariage pour les couples qui se sont mariés dans l'année. L'objectif, c'est quoi, justement ? L'objectif, c'est de garder le lien, si possible, et d'essayer de retenir justement ce lien avec la communauté paroissiale. Souvent, des couples qui participent lors de la première journée à la célébration eucharistique, à la messe, découvrent un peu ce qu'est cette communauté, etc. Et donc, c'est un peu une surprise, enfin, au moins pour certains. Et puis nous, étant donné ce qu'on a vécu d'intense avec chacun des couples, on a aussi envie, nous les animateurs, de poursuivre ce lien. Ah oui, après un tel parcours, on a peut-être envie de se revoir. Voilà, puis alors, après, de façon un peu informelle, enfin, tout est possible. On peut imaginer un petit peu n'importe autour d'un pique-nique, d'un repas, des choses comme ça. Mais voilà, c'est très important. Alors après, on a une difficulté, c'est que parfois les forces nous manquent un peu, parce que il faut faire face aux nouveaux. Peut-être que c'est aux futurs mariés qui sont déjà mariés de prendre la relève. Après, pourquoi pas ? Eh bien, voilà. Ça a été proposé dimanche, effectivement. Voilà. Tout est lancé. Voilà. Et après, il y a une pastorale familiale qui se met en place après, justement. Oui, alors là, c'est aussi un aspect important, je pense, dans cette paroisse, c'est que on cherche le plus possible à faire du lien entre les différentes pastorales, de décloisonner, parce qu'on a aussi des personnes qui sont, comme par exemple pour le baptême et le mariage, on a des parents qui sont les mêmes, par exemple. Oui, c'est intimement lié. Voilà, donc il faut qu'on coordonne davantage encore que toutes ces actions pastorales auprès de ces couples, qui sont quelquefois justement le cercle qui c'est pas forcément des personnes qui viennent à la messe tous les dimanches ou qui participent à des tas de choses, mais sont des gens qui ont un lien très fort aussi avec l'Église ou avec donc ça, il faut apprendre à aller vers eux, comme je disais tout à l'heure. C'est ce qu'on a pu voir dans l'étude menée par la Croix, que les plus engagés sont pas forcément ceux qui vont le plus à la messe. Merci à tous les deux. Merci. On pourrait encore en parler des heures, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette paroisse. Et justement, quand un couple se marie et fonde une famille, il y a souvent des enfants qui arrivent. Aurélie Juteau s'occupe de la pastorale des enfants et elle est accompagnée de Florent Domangeau. C'est le tour des clochers. Bonjour. Bonjour à tous les Bonjour. deux. Aurélie, vous êtes arrivée il y a 4 ans à la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat et vous êtes tout de suite investie dans la pastorale des enfants. Alors d'abord, vous encadrez les enfants pendant la liturgie de la parole lors de la messe. Ça se passe comment concrètement ? Alors ça intervient lors des journées pour l'enfance et la jeunesse. Donc c'est un peu la messe des familles. Nous on l'appelle JPEJ. Et donc c'est les premiers dimanches du mois. Et c'est l'occasion pour nous de proposer effectivement ce temps de la parole pour les enfants. Donc on suit un livre qui s'appelle Découvrons la parole. Donc on a un livre par année liturgique. Et c'est vraiment, ça demande pas énormément de préparation. Il faut bien lire les petites histoires qui sont proposées, les petites questions. Et puis ensuite, on prend un Alléluia gestué. Ça, les chansons gestuées, ça marche toujours avec les enfants. Surtout celui de Sœur Agathe ? Alors, on prend pas celui-là. Sœur Agathe, on l'utilise je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, on prend un Alléluia gestué. On lit donc le texte d'évangile qui est quand même souvent raccourci et simplifié. Et puis voilà, on discute et on termine par le petit coloriage. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez commun à toutes les paroisses. Voilà. Donc et c'est pour quelle tranche d'âge ? En fait, quand je fais l'annonce au micro, moi, je donne pas de tranche d'âge pour cette proposition-là parce que je me dis, c'est très dépendant en fait par enfant. Il y en a qui vont préférer rester écouter. Ceux qui ont déjà communié vont pouvoir peut-être rester à l'écoute de la parole et de l'homélie dans l'église. Et puis, en même temps, moi, j'ai ma fille qui a déjà communié, mais qui adore venir au temps des enfants. Voilà. Donc, je donne pas d'âge. Je dis les enfants qui le souhaitent dans l'assemblée. Voilà. N'hésitez pas à venir. Et alors, votre spécialité, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose sur ces dimanches Non, je voulais peut-être dire qu'on a... j'ai fait partie aussi de l'EAP jusqu'à l'année dernière et il y avait une volonté d'essayer de créer un sens de la communauté de tous les enfants de la paroisse et dans cet esprit-là, on s'est proposé, et ça, je pense, assez bien fonctionné parce qu'on continue, que les rencontres de préparation au sacrement des enfants
ait lieu avant la messe ces premiers dimanches du mois. Ce qui fait que du coup, ils se retrouvent tous, alors soit avec des salles ici au centre paroissial, soit au collège, parce que du coup, ça fait vraiment pas mal de groupes. Et ils se retrouvent ensuite tous à la messe du dimanche. Donc ça fait aussi des assemblées rajeunies, très dynamiques. Et donc, c'est vraiment chouette qu'ils puissent voir les uns les autres. Ah bah après la communion, il y a la profession de foi. Après la profession de foi, il y a la confirmation. Qui se côtoient et qui voient que tout ne s'arrête pas quand ils auront fini de préparer ce sacrement. Les plus âgés, engagés aussi. Voilà. Et alors votre spécialité à tous les deux, ce sont les veillées pyjama. Alors c'est la première fois que j'entends ça. Et alors donc vous êtes accompagné de Florent Domangeau. Vous êtes un papa qui anime les veillées. Les veillées pyjama, ce sont 5 soirées dans l'année de 20h à 21h. Expliquez-nous là. Les enfants viennent vraiment en pyjama ? Oui, tout à fait. Le Seigneur va nous rencontrer en pyjama pilou-pilou. Et voilà. Avec leur doudou. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 heures ? Alors, racontez-nous une veillée type. En fait, donc 5 soirées parce qu'on a 5 écoles privées sur la paroisse et on tourne dans les écoles. Donc c'est aussi un beau lien qu'on a avec les écoles et les directeurs qui nous accueillent. Donc ça, c'est super chouette. Et donc, les enfants sont super heureux d'aller à l'école en pyjama le soir. Je sais pas, imaginez-vous quand vous étiez petite. Voilà, c'est fou. J'en ai peut-être fait des cauchemars, mais peut-être plus tard, d'arriver en pyjama le matin en cours. Donc oui, en général, comme dit Florent, dans les salles de motricité des écoles, parce que voilà, on a un peu plus de place. On dresse toujours un petit autel parce qu'on prend toujours un temps de prière. Mais la base de la formule, c'est des contes, des chants. Beaucoup de chants de sœur Agathe, comme on disait tout à l'heure, gestués. Donc voilà, ils adorent et nous aussi. Et puis en fonction des talents des 3 parents qui préparent, donc Florent qui est là, Hélène qui est pas avec nous mais qui a rejoint notre équipe l'année dernière, et puis donc moi. En fonction de nos talents, on participe chacun à préparer un élément de la célébration, de la veillée. Moi, je vais m'occuper plus de ce qui est le diaporama, donc parce que c'est super important, le support visuel en fait. Les enfants, ils ont besoin d'être accrochés par des images quand on raconte l'histoire. Florent est notre dramaturge. Mais oui, vous rédigez les dialogues des veillées pyjama. Mais racontez-nous là, Florent. Vous êtes toujours inspiré. Déjà, vous choisissez un thème. Alors, déjà, on choisit un thème. Alors, le thème, effectivement, il varie à chaque fois. On est sur des belles valeurs en général. On a fait des veillées sur le respect, sur le pardon, des choses qui peuvent parler aux enfants, sur la jalousie aussi, des choses un peu plus difficiles. Et puis cette année, parce qu'au bout d'un moment, on s'essouffle aussi un peu dans les thèmes à proposer. Cette année, on a voulu faire quelque chose d'un peu spécifique. Il y a 5 veillées, comme on vous le disait. On se focalise sur 5 saints, des grands saints dont l'histoire peut parler aussi. Voilà comment se renouveler. Donc, par exemple, alors vous renseignez sur la vie des saints et vous écrivez des dialogues. Alors la base de nos veillées pyjama, ce sont des histoires qui existent déjà. Donc en général, il y a 2 histoires qui sont relatives au thème. Et puis, quand on parle des dialogues, en fait, c'est ce qui va faire c'est ce qui va relier ces différentes histoires pour que toute la veillée ait un sens. Et en fait, donc on est effectivement 3 parents et on s'est octroyé 3 personnages assez marqués et on garde ces personnages à chaque veillée. Ce qui permet aussi pour les enfants qui viennent d'avoir des repères. Donc Aurélie, c'est notre maman, à tous les deux, assez bienveillante, assez à l'écoute vis-à-vis de ses 2 enfants. Et puis avec Hélène, du coup, on joue le rôle des 2 enfants. Donc moi, plutôt le petit frère, un peu jaloux de ma grande sœur, parfois un peu grincheux. Et puis Hélène, un peu je sais tout, un peu moralisatrice vis-à-vis de son petit frère. Vous assistez à ces veillées, Père Serge ? Il m'est arrivé d'aller, mais pas toujours. Il y en a une ce soir. Il y en a une ce soir. Oui. Alors ce soir, on est à Saint-Julien-de-Concelles et on va parler de Saint-Nicolas. Ah ouais. Cette saison, voilà. Mais alors, les veillées, elles s'adressent aux enfants. Vous m'avez dit de la petite section au CE1, donc 3 à 8 ans, c'est ça ? À peu près, bien sûr. Mais quand il y a des grands frères, des grandes sœurs, ils sont bien sûr les bienvenus aussi. Donc, vous touchez combien d'enfants ? Ça fonctionne bien. Oui, alors la dernière fois, je crois qu'on a battu nos records, sans dire qu'on y va pour faire du chiffre. Je garde toujours en mémoire cette parole du Père Sugès qui était avec nous l'année dernière et qui nous disait, nous, notre rôle, c'est de proposer. C'est pas de compter combien on a fait de chiffres. Le Seigneur fait ses comptes et nous, on n'est pas là pour ça. Mais la dernière fois, on avait 43 enfants. Ah, mais c'est énorme. C'était franchement, vous dire que, 43 enfants qui chantent Être saint en se faisant une auréole au-dessus de la tête avec les doigts. Moi,
mon cœur déborde, quoi. Ouais. Le Seigneur est là et il y a aucun doute, quoi. Et alors, ce que vous me disiez, c'est que c'est pas une catéchèse. Hein. D'ailleurs, vous écrivez pas forcément les textes dans ce sens-là, Florent. Non, alors effectivement, il faut que ce soit un rapport avec le thème, le thème choisi. Derrière, malgré tout, c'est pas une catéchèse. Vous avez raison, mais on essaye tout le temps de faire quand même un lien avec la foi, histoire de pouvoir aussi en parler aux enfants qui viennent, qui parfois sont très loin de la foi. Donc, et les parents aussi, peut-être. Alors du coup, au travers des parents, ça vient forcément, au travers des enfants, ça vient forcément, on l'espère en tout cas, toucher les parents qui sont là. Oui, c'est vrai que souvent, alors on termine toujours par un chocolat chaud, parce que voilà, ce côté convivialité qui est aussi important dans les rencontres d'église, et on a l'occasion à ce moment-là d'échanger avec les parents, et alors on entend ah là là, c'est génial, ça change de ce que nous on avait quand on était petits. Alors voilà, moi je dis bien à chaque fois, moi je viens pas ici faire du caté, c'est de la première annonce, on est vraiment là pour toucher aussi ces familles qui sont, on peut dire, sur le parvis, quoi. Voilà, c'est pas forcément des gens qui sont très éloignés, parce qu'ils sont quand même là, ils savent pourquoi ils viennent. Le flyer qu'on donne dans les cartables, qui passe par les écoles, voilà, on sait, il était une fois, mais sans S. Ouais. Ah ouais, bien joué. Mais c'est vrai que ça passe souvent par les enfants. On le disait par rapport au mariage. C'est souvent par le baptême que parfois les parents vont vers le mariage. Et là, c'est par finalement l'éveil à la foi des enfants que les parents raccrochent à la paroisse, trouvent un sens en tout cas. Et alors du coup, juste pour rajouter aussi, c'est vrai que c'est peut-être un peu novateur dans l'approche, et pour autant, nous, on a aussi notre côté nostalgique, on a vécu notre enfance dans les années 80-90, et donc du coup, on aime bien aussi dans les histoires qu'on propose, reprendre des histoires de notre enfance. Ah oui, vous vous faites plaisir. On a gardé nos belles histoires, nos pommes d'api, et donc c'est des histoires qui nous ont parlé étant enfants, et voilà, qui sont peut-être plus tout à fait à l'ordre du jour, mais dans un thème, en fait, ça passe. Ça marche. Ça marche, franchement, ça marche. Eh ben, super. C'est une belle initiative. Merci beaucoup Aurélie, merci Florent. Encore une fois, on pourra en parler des heures. Marie-Bernadette Coué et Martine Marchais nous rejoignent. Elles sont engagées sur plusieurs fronts dans cette paroisse. C'est le tour des clochers. Bonjour mesdames. Bonjour Tiffaine. Alors je me tourne pour commencer vers vous, Marie-Bernadette. Alors oui, c'est vous. Je vous ai pas rencontré avant. Quand on regarde tout ce que vous faites, on se demande comment vous trouvez le temps. Hein. Vous faites partie d'une équipe liturgique, de l'équipe des grandes fêtes, de l'équipe funérailles. Vous êtes référente de la communauté locale du Landreau et vous êtes membre de l'équipe d'animation pastorale. Commençons par le début. C'est quoi une équipe liturgique ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Une équipe liturgique est composée de membres qui se réunissent régulièrement pour lire, réfléchir, méditer les lectures du dimanche qu'ils vont animer. C'est une rencontre bienveillante, chaleureuse. Et ça permet de bien préparer, d'avoir des chants qui sont parfois en adéquation avec le sens du texte. C'est ce qu'on se dit toujours, on ne vit pas la messe de la même façon. Quand on a étudié quand on a préparé, on médite, on essaie de faire au mieux. Et on rédige la prière universelle pour l'ensemble de la paroisse. Oui. Pour toutes les messes du dimanche qui vient. Parce qu'il y a beaucoup de messes le même dimanche Dans le week-end, nous avons 3 messes. 3 messes. Une messe le samedi soir à 18h30, une messe à 9h30 dans un clocher, et puis à 11h, particulièrement au Loroux, parce que c'est la messe qui est stable. Et les gens viennent jusqu'ici, ils font le trajet en général. Je pense que les gens se déplacent, et donc ça se passe super bien. Je pense. J'imagine que l'équipe liturgique Grande Fête, c'est la même chose, sauf que c'est pour les grandes fêtes. Voilà. Et vous êtes également engagé dans l'équipe funérailles. Alors ça, c'est une mission qui est très délicate. Elle accompagne les familles dans l'épreuve du deuil. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces rencontres, Marie-Bernadette ? C'est la rencontre, de pouvoir témoigner de notre foi, de notre espérance chrétienne dans la résurrection. C'est le partage avec les familles en deuil. On est près d'eux, on est à l'écoute. Ouais. C'est très important dans ces moments-là. On témoigne par notre présence, notre chaleur, notre affection. On essaie d'être au plus proche et de remplir notre mission de baptiser. On essaie tous de témoigner de l'espérance dans la résurrection. Et Martine Marchais, vous êtes la référente de la communauté locale du Loroux. Marie-Bernadette du Loroux.
Mais attendez, je confonds complètement. Non, Marie-Bernadette Dulandreau. Et vous, Martine Duleroux. On en a parlé tout à l'heure. Donc, au Landreau, la messe est célébrée le 2e dimanche du mois à 9h30, le 4e vendredi du mois. Qu'est-ce qu'on anime comment est-ce qu'on anime la vie paroissiale entre deux célébrations? Il y a beaucoup de choses à faire. D'acteurs. Ouais. Il y a beaucoup de services déjà. Ouais. Là, je voulais vous parler de Parabole. Bah oui, justement. Parabole, le journal paroissial. Je vais vous offrir un exemplaire. C'est pas un journal paroissial, c'est un journal que vous appelez toute boîte. Voilà. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc c'est un petit journal, c'est le petit journal Cateau de la paroisse, un petit journal d'information sur différents thèmes, sur des choses qui nous touchent, qui sont par rapport à l'actualité ou des choses qu'on aimerait connaître ou développer. Donc le thème, il est choisi, il y a un petit groupe qui rédige, un petit groupe de rédacteurs qui se réunit, et puis on rédige le texte en fonction du thème. Ensuite, on se revoit pour corriger, pour discuter de nos écrits, et ensuite c'est diffusé dans toute la paroisse par l'intermédiaire de bénévoles qui mettent dans les boîtes aux lettres. Wow. Malheureusement, on n'arrive pas à atteindre toutes les boîtes aux lettres puisqu'on que de distributeurs bénévoles. Mais c'est un bel outil d'évangélisation. Voilà, tout à fait. C'est un moyen de communication. Ça nous permet de rejoindre ceux qui ne viennent pas à la messe, qui sont éloignés aussi de la religion. Quand il y a stop pub, on le met quand même puisque c'est un journal d'information. Il y a un petit encart d'ailleurs qui nous permet de rappeler une loi qui permet de distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des informations sur les associations, sur le devis à la paroisse. Tout le monde peut le découvrir sur le site internet de la paroisse. Ouais. Il y a un petit coup de cœur, il y a des livres, on propose des livres ou des CD qui nous ont intéressés. On essaie parfois de toucher les enfants aussi avec des mots croisés, des devinettes, des choses comme ça. Toujours en rapport avec la religion, bien sûr. Mais je suis obligée de vous couper, malheureusement. Merci Marie-Bernadette, merci Martine, merci à tous d'être venus témoigner. Merci, dans quelques minutes, nous retrouverons Samuel Ménard, adjoint à la vie sportive, à la culture et aux loisirs, pour faire le point sur la vie municipale du Leroux-Bottereau. Puis nous ouvrirons une page d'histoire patrimoniale avec Jean-Paul Barjol. Restez avec nous, le Tour des Clochers revient dans un instant. Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. Jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville avec Tiffaine Sellier et ses invités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième heure, toujours en direct du Leroux-Bottereau au sein de la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat, toujours en compagnie de vous, Père Serge Babingui. Merci d'être avec nous, de nous accueillir. Au cours de la première heure, nous avons évoqué votre parcours, Père, découvert votre paroisse et échangé avec celles et ceux qui font vivre la communauté. Et puis, dans quelques minutes, nous plongerons dans l'histoire patrimoniale. Mais tout de suite, nous accueillons deux adjoints au maire, Réjeanne Séché et Samuel Ménard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Réjeanne Séché, vous êtes première adjointe en charge des moyens généraux et de la communication, et Samuel Ménard, adjoint à la vie sportive, à la culture et aux loisirs. Avec vous, pour ces 10 minutes à venir, on va se pencher un peu sur la ville et ses défis, la vie culturelle et les liens avec la paroisse. Alors, le Leroux-Bottereau compte aujourd'hui 8595 habitants, si je ne me trompe pas. Vous avez peut-être... C'est à peu près. Soit quand même une augmentation de 5% depuis 2016. Alors on est à 20 km de Nantes, dans une dynamique de croissance forte. Vous diriez, qu'est-ce qui attire, selon vous, aujourd'hui les jeunes familles à s'installer ici plutôt que dans d'autres communes du vignoble nantais ? Alors, je dirais qu'on se définit souvent, et ça nous caractérise vraiment, qu'on est une petite ville à la campagne. C'est vraiment ça. Donc, avec à la fois beaucoup de services à la population, services publics, beaucoup de commerces variés, commerces de proximité. On a aussi une ville culturelle, associative et sportive, effectivement, qui est très riche. Et aussi, on a un patrimoine aussi qui est riche. Donc, je dirais que c'est ces 4 piliers finalement qui nous qualifient. Et j'en mettrai un transverse de ces 4 piliers. C'est aussi la citoyenneté, la démocratie participative,
qui est un thème fort aussi au niveau de l'équipe municipale et qui permet aussi à tous les citoyens de s'exprimer et de pouvoir, participer à la vie de la commune. Exactement. Alors en fait, vous êtes à seulement 20 km de Nantes, c'est quand même assez rapide. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui travaillent à Nantes ou en tout cas ou même à Clisson, parce qu'on n'est pas si loin que ça, qui est une ville assez dynamique. Il y a aussi des emplois ici, et puis après, quand on regarde la douceur de vivre, on se dit que c'est chouette. Et justement, depuis 2020, vous êtes lauréat du programme national Petite Ville de demain. En mai dernier, vous avez même été invité à Paris, à la Banque des Territoires, comme l'une des 3 communes exemplaires en France. Concrètement, qu'est-ce que ce programme vous a permis de faire au Loroux-Bottereau ? Alors, ce programme, donc c'est un programme de l'État qui a été lancé il y a 6 ans, qui se termine en 2026. Et donc l'État nous dote de moyens à la fois financiers et humains aussi, c'est-à-dire qu'on a un chef de projet finalement qui nous suit et qui nous accompagne finalement dans le développement de la ville et du Loroux de demain, donc à l'horizon de 2030-2040. Donc nous, avec les citoyens aussi, avec à peu près une 40aine de citoyens engagés, on a défini pendant 18 mois finalement un programme qui nous permet de qualifier le Loroux de demain. Donc voilà, avec c'est un bon coup de pouce. Oui, tout à fait. On a mis en place un plan guide pour pouvoir voir notre commune dans 10 ans, 20 ans. Un plan guide, c'est-à-dire un document qui permet d'imaginer le demain du Loroux. Et c'était je peut-être une question idiote, mais c'était un concours, c'est ça, ce programme national ? Non, il y a 1600 villes lauréates, petites villes lauréates, donc il y avait un calibre effectivement à respecter. C'est des villes de moins de 20 000 habitants, avec d'autres critères. Et effectivement, on a été éligible, on va dire, à être petite ville de demain. Donc c'est pas un concours, mais en tout cas. Mais vous avez posé une candidature. Tout à fait. Ouais. Au début du mandat, on a posé une candidature, et ça nous a paru essentiel pour pouvoir imaginer le Loroux de demain. Et voilà, on a la route qui est tracée pour les futures équipes, en tout cas. Et vous pouvez en parler ou pas du tout ? Dans les projets, la route, dans les projets, la conduite qui est actuelle, effectivement, il y a le site de l'ancien hôpital qui va être totalement requalifié. Donc, c'était l'ancien hôpital du Loroux qui finalement maintenant a été délocalisé sur un autre lieu au Loroux aussi. Et finalement, donc sur ce lieu, on a imaginé déjà. Alors, il y a des lieux emblématiques ou des édifices emblématiques comme notre petite chapelle, par exemple, les bains-douches, il y a aussi la blanchisserie. Donc voilà. Donc on cherche à requalifier. On a déjà qualifié l'ensemble de ces édifices. Et puis tout autour, il y a toute la structure et toute une vie qui va se mettre en place avec effectivement des logements. On veut aussi garder nos arbres remarquables qui sont le parc. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est garder la spécificité de la ville tout en l'agrandissant finalement. Tout à fait. Et le centre-ville accueille des marchés, des fêtes trimestrielles autour de la place de l'église. Ça, c'est une volonté forte de la municipalité d'animer le cœur de ville. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et c'est un vrai impact ? On a mis en place un deuxième marché le jeudi soir qui a beaucoup plus de... le soir, c'est hyper important en fait. Parce que le dimanche matin, on a jeudi soir et dimanche matin. Mais dimanche matin, il est un petit peu moins, il y a un petit peu moins de commerçants, moins dense. Mais le jeudi soir, plus ça va, plus les commerçants sont intéressés et les gens viennent régulièrement. Ils viennent après le travail. Il est juste en face finalement ici, sur la place de l'église. On est juste en face de l'église. J'ai pu la voir en arrivant. Qui est très belle aujourd'hui. Magnifique, avec des lumières. Je suis arrivée de nuit, je précise aux auditeurs, et elle est vraiment colorée cette église. Alors déjà avec son clocher absolument phénoménal, d'une hauteur incroyable. C'est ça, 75 mètres de haut, et puis avec des illuminés de plein de couleurs. Je voulais évoquer l'incendie du Palais des Congrès qui a eu lieu en 2024 et qui a vraiment marqué la ville. Mais vous avez rapidement lancé un projet de reconstruction ambitieux de 8 millions d'euros pour une livraison en 2028 avec une très grande consultation des habitants. Le projet lauréat a été dévoilé il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet qui a gagné, ce projet lauréat ? Alors, si on fait un tout petit peu, mais rapidement l'histoire. Donc effectivement, l'ancien Palais des Congrès, il y a eu un incendie accidentel le 24 mai 2024 de mémoire. Oui, et effectivement, c'était une volonté de la municipalité et des Lorouzins aussi de pouvoir se projeter rapidement vers un nouveau complexe. Donc, ce qui nous a motivés déjà, c'est que on a travaillé, je dirais, avec les citoyens. Donc, on a recensé les besoins des associations, des citoyens. On a fait
On a eu plus de 600 à 800. 800 réponses à notre. Voilà. Voilà. Donc on a agrégé. C'est énorme. Ouais. On a agrégé l'ensemble de ces informations et des souhaits. Et finalement, oui, on s'est projeté rapidement avec un concours, jury. Et donc, on est arrivé, c'est en septembre dernier, à qualifier le projet et à valider l'architecte qui va faire le travail. Porter le. Oui, parce qu'une cité, un palais des congrès au Oloru-Botero, quand on entend ça, on se dit waouh. Ah, ils étaient visionnaires à l'époque. C'est ça, il y a 30 ans, mais finalement. La salle était très adaptée à la base. Bon, elle arrivait en fin de vie parce que, il y avait beaucoup de travail à faire dessus, mais elle était elle était bien pour tout le monde. Très appréciée, très exploitée. La taille était. Il y avait énormément de fêtes dans ce palais des congrès. Bon, on pas eu de chance. Oui, mais du coup, là, ça va peut-être rajeunir, faire venir encore plus de monde. Oui, le projet est vraiment ambitieux. Au niveau du jury, avec à 80-85%, c'était le projet phare qui a été voté sur les 4 projets finalement présentés. Et effectivement, il sera un peu plus vaste comme complexe. Il pourra aussi accueillir des associations de danse, de yoga, donc avec des salles annexes. Donc un palais, ou en tout cas... Un palais qui servira à tous, palais. Mais si, c'est très beau. Mais c'est une des dynamiques aussi de notre équipe, c'est-à-dire de faire du pour tous. Et effectivement, l'accessibilité pour tous aussi. C'est très important. Et alors, il y a cette église Saint-Jean-Baptiste, avec son clocher, on l'a dit, de 75 mètres. C'est l'une des plus... Moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est l'un des plus hauts de Loire-Atlantique, l'une des plus hautes églises. Il marque vraiment ce paysage, c'est incroyable. Et alors, cette église, elle abrite des fresques du XIIe siècle, on en parlera certainement avec notre prochaine invitée, classée monument historique, une statue du roi Louis XVI. Comment est-ce que la commune aujourd'hui valorise ce patrimoine qui est, on peut le dire, exceptionnel? Alors, je dirais de 2 manières. La première, c'est par ses illustrations. On en a parlé effectivement, et puis son éclairage. Donc c'est un éclairage qui rythme aussi la vie de la commune, puisque c'est un éclairage variable suivant. Pour Octobre Rose, c'était rose. Pour Movember, elle était bleue. Là, elle est multicolore, puisque c'est très pour les fêtes. Et elle changera encore le 24 décembre pour prendre des couleurs vraiment de Noël. Je crois que c'est vert et rouge. Et donc ça rythme. Donc ça met en valeur à la fois. Donc ça rythme la commune et ça met en valeur effectivement l'église. Effectivement, sa place qui est centrale. Et c'est la première chose. Et aussi, on la met aussi en valeur en faisant accéder, je dirais, les gens, les citoyens dedans, par l'intermédiaire d'événements, donc sur le marché de Noël, par exemple, où on produit des gospels, par exemple, lors de notre marché de Noël, ou des créations originales aussi qu'on a eues cette année, donc des concerts dans l'église. Et c'est vous qui êtes dans une église comme ça, c'est vous qui êtes finalement les garants de sa survie. Enfin, en tout cas, c'est vous qui payez les frais d'entretien. Il y a un dialogue avec la paroisse, Père Serge Babangui. Je réaffirme qu'il y a un très bon dialogue, des belles relations entre les élus et la paroisse. Je crois que nous avons une équipe qui est à l'écoute des demandes de la paroisse. Et quand la municipalité a besoin de la paroisse, on est toujours là. Je rassure que dans la chance que nous avons dans notre territoire paroissial, c'est ces belles relations avec les maires, les équipes. Et je vous parle de quelque chose qu'on a vécu récemment le 11 novembre dernier. On a eu une célébration des anciens combattants qu'on s'est retrouvés dans l'église du Loroux. Mais je vous dis, jusqu'à maintenant, je continue encore à rêver des moments comme ça. Et en témoigne aussi cette maison paroissiale où nous sommes, qui est l'ancien Crédit Mutuel, sans citer de marque, mais pardon, une ancienne banque que vous avez pu faciliter l'accession de la paroisse à cette. On est bien, d'ailleurs. Et c'est effectivement à cause de des belles relations quand la mairie a exprimé le souhait de récupérer notre ancien presbytère. On s'était retrouvé devant la question d'avoir un local qui permettrait de vivre notre pastoral avec beaucoup de sérénité. Et voilà, la commune nous a facilité de trouver ce lieu dont on n'avait pas l'information qu'il était tout le monde rêve de bonnes relations comme ça. Et voilà, c'est arrivé, c'est sans difficulté, même s'il y avait des projets qui étaient déjà pensés pour ce lieu. Mais du moment où la paroisse s'est adressée à exprimer le souhait, la commune vraiment nous a facilité
l'acquisition de ce lieu et que nous remercions infiniment. Je profite de cette occasion pour vous dire merci. Pour les 30 secondes qui nous restent avant de vous dire au revoir, Samuel Ménard et Jeanne Séché, en tant qu'adjoint, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre mission auprès des Laurousains ? Alors moi, en 2 mots, c'est la relation avec les associations. Ouais. Parce que, voilà, c'est riche de rencontres et puis riche de projets. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'anime en tout cas. Moi, c'est l'humain. L'humain. Il faut aimer l'humain. Voilà. Juste si je peux dire un petit mot aussi, Monsieur le maire aurait souhaité être présent. Oui, tout à fait. Il est en mission pour son travail. Donc, on l'avait contacté il y a longtemps et il voulait absolument participer. Voilà. Merci beaucoup Samuel Ménard et Jeanne Séché, adjoint au maire, pour ces éclairages sur le Loroux-Bottereau, une ville en plein développement au cœur du vignoble nantais. Belle journée à tous les deux. Merci. Tout de suite, place à l'histoire. C'est le tour des clochers. Et je me tourne à présent vers vous, Jean-Paul Barjol, qui vous venez de nous rejoindre. Bonjour Jean-Paul. Vous vous mettez derrière le micro que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous dire bonjour ? Bonjour. Vous êtes natif de Saint-Colomban et vous êtes arrivé dans la paroisse en 1952. Vous êtes arrivé très jeune. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette commune où vous avez passé l'essentiel de votre vie ? C'est une commune qui a quand même beaucoup évolué. Quand je suis arrivé au Loroux, il y avait 4000 habitants. Ah oui. Aujourd'hui, il y en a 8600. Ça a doublé. Ça a bien doublé. Il y a eu du bien, du très bien, peut-être un petit peu de moins bien, mais ça, dans toutes les évolutions, c'est normal. Il a été un moment où, dans le cœur du bourg, autour de l'église, je ne sais pas s'il restait 25 habitants. Oh, il y avait des commerces. Oui, mais il n'y avait plus d'habitants. Mais les gens n'habitaient plus là. D'accord. Et c'est à ce moment-là, je vais parler un peu pour la municipalité, où l'ancien maire, M. Bourgoin, a commencé à améliorer, racheter et faire des constructions, parce qu'en fait, les habitants ne viennent faire leurs courses que s'ils habitent sur place. Bah, bien sûr. Il y avait les lotissements autour, mais les gens faisaient leurs courses en venant de travailler. Oui, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, et M. Corbet a continué dans cette optique de revitaliser le centre-bourg. Ce qui est très important. Ce qui est très, très important. Alors, on va prendre un petit peu de large, allons dans l'histoire. Commençons par situer le Loroux dans le temps. Quelles sont les plus anciennes traces de vie que l'on retrouve au Loroux, Jean-Paul ? Alors, les plus anciennes traces de vie du Loroux sont existantes aujourd'hui, sont à la limite à la chapelle de Saint-Barthélemy, qui est construite sur des bains romains. Elle se trouve où, cette chapelle ? C'est la limite. Ah, d'accord. Ce qui veut dire qu'au Loroux, il y avait une vie, il y a très longtemps, 5-6 siècles avant Jésus-Christ, il y a des traces. Il y a eu des travaux de fait dans les rues dans les années 1860-1880, pour différentes raisons, suite à la Révolution où beaucoup a brûlé. Et ils ont retrouvé dans les rues, perpendiculairement aux rues, des endroits comme des anciens cimetières où dans la roche étaient creusées les formes des gens, avec des plaques par-dessus où il ne restait plus que de la poussière d'os, voire quelquefois des embryons de bassins où il en restait. Il ne fallait pas trop y toucher parce que ça s'effritait. Les archéologues ont dû s'éclater. Alors depuis, on ne retrouve rien de ce niveau de ça. Pourquoi je parle dans les années 1860. Ça a été écrit, mais voilà. Pas retrouvé. Mais pas retrouvé depuis. On dit que dans le Loroux, il y aurait des souterrains. Peut-être y en a-t-il un qui demeure dans une maison de la rue des Halles, qui se trouve dans le bas de la rue de Bourgogne à gauche. Dans le fond d'une maison, on voit, ça a été fermé avec des moellons et du ciment, une ogive qui partirait. Et à une époque, rue Saint-Pierre, donc au-dessus de quelqu'un qui avait un atelier là, qui habitait l'autre côté, avec une barre à mine, je ne sais pas ce qu'il faisait par terre, à un beau moment, sa barre à mine est passée entre des dalles et puis elle est tombée en dessous. Point d'interrogation. Il y avait aussi beaucoup de caves en dessous. Alors, est-ce que c'était une cave murée quelque part ou des souterrains ?
Mais il est question de souterrain dans l'histoire, enfin au moins un souterrain qui serait parti du château. Alors, est-ce que c'est celui du XIe siècle ou celui du XIVe siècle ? Je ne sais pas. Et alors, il vient d'où ce nom, Loroux-Bottereau ? Alors, Loroux-Bottereau, un des anciens propriétaires, on va le dire comme ça, à une époque, a été le sieur de Botrel, Tibidi Botrel. Sans doute a-t-il laissé son nom à Bottereau. Ah oui. Loroux, à l'origine, c'est L'-O-R-U, c'est l'oratoire. Donc, est-ce qu'il y avait un oratoire de ce monsieur ? On remonte de ça très très loin. Mais on n'a pas les dates effectives. Alors, si tout à l'heure je parlais de Pierre Landais, qui était-il et quel impact a eu la construction du deuxième château sur l'histoire de la ville ? Alors, Pierre Landais, à l'origine, c'est le fils d'un tailleur de Vitré, qui est devenu lui-même tailleur et qui, par hasard, fut placé au service du duc de Bretagne. Et puis, il eut à cette occasion l'occasion de rencontrer François II. François II, qui l'a retenu près de lui, et de par sa position près de François II, a aussi rencontré le roi d'Angleterre. D'accord. Et donc, à un moment donné, il est devenu le propriétaire, entre guillemets, du Loroux. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais. C'est lui qui a construit le deuxième château fort. Oui, il y en avait eu un avant. Il y en avait eu un avant, fait par le sieur Chotard, qui a laissé son nom au coteau Chotard, qui aujourd'hui, c'est le long de l'étang, dans le bas du Loroux, il y a un bel étang, et c'est à cet emplacement-là où il y a maintenant les jardins familiaux qu'il y avait le coteau Chotard. Et ce château a été détruit ou brûlé 1 ou 2 siècles plus tard, parce qu'il devait y avoir des problèmes de relations entre le roi de l'époque et peut-être ce monsieur Chotard ou comte Chotard ou seigneur Chotard, qui prenait peut-être un peu trop de place. Vous vouliez parler des chapelles. Il y a des chapelles, édifices religieux qui se trouvaient autrefois à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. Alors, l'enceinte fortifiée, oui, je parle que des chapelles ou un petit peu de l'enceinte. L'enceinte, en fait, avait 5 portes. Ouais. 5 portes. La porte de Bourgogne, la porte... faut que je retrouve mon papier, parce que là, pour les connaître par cœur, c'est un petit peu... Bon, c'est pas grave. Il y avait 5 portes. 5 portes, ouais. Dont aujourd'hui, un certain nombre ont laissé leur nom à des rues. Donc, la rue de Bourgogne, la rue Porte-Saumon et d'autres. Et c'est pour ça qu'on est rue Porte-Saumon. Et c'est pour ça qu'on est rue Porte-Saumon. En s'en allant par ici, il y avait une porte. D'accord. Et donc, les chapelles à l'origine, alors une des plus anciennes, la chapelle Saint-Laurent, qui a été démolie en août 1974, dont il reste, qui a été remonté, parce que ça avait été conservé au moment de la démolition, l'encadrement de la porte d'entrée, et qui a été remonté sur un square à l'emplacement de cette ancienne chapelle. Il y avait la chapelle Saint-Pierre, qui donnait à la fois rue Saint-Pierre et rue de Bourgogne, qui aujourd'hui a été transformée par un jeune couple il y a 27 ou 28 ans en maison d'habitation. Enfin, elle avait déjà servi de maison d'habitation, mais c'était vraiment, donc là vraiment c'est une maison d'habitation dans l'intégrité de la chapelle. Elle avait une drôle de forme à l'époque, mais peu importe. Il y avait aussi un collège, qui s'appelait collège Notre-Dame, à l'intérieur de l'enceinte. Peut-être donc est-ce le nom. Mal de choses. Est-ce que le collège Notre-Dame d'aujourd'hui l'a retrouvé et a repris son nom? Ce serait logique. Et puis il y avait aussi 2 ou 3 autres petites choses. Alors, si vous me permettez, on va avancer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. L'église actuelle, elle succède à 2 autres. On revient à l'église Saint-Jean-Baptiste. Quels sont les éléments les plus remarquables de son patrimoine? On parlait tout à l'heure de la statue de Louis XVI. Oui, alors la statue de Louis XVI, c'est une des 3 ou 4 statues en pied de Louis XVI existant en France, qui a été offert au Loroux, je pense, suite à tout ce que le Loroux a vécu au cours de la Révolution. Ah oui, d'accord. Ici, à la Révolution,
Avant, il y avait 4000 habitants, après, il n'y en avait plus que 2000. Enfin, en gros, hein, je schématise un peu, mais c'est ça. Donc, elle a été... Alors, ce que l'on voit sur la place de l'église, ce n'est pas la vraie statue qui est ramassée parce qu'elle est fragile. Elle est dans un des locaux de la mairie. Et donc ça, c'est une statue qui a été faite suite à des moulages. D'accord. Mais c'est exactement la même. C'est la même, c'est une représentation. Oui. Très rapidement, pour les 30 dernières secondes, le Palais des Congrès, vous vouliez en parler parce que on le disait tout à l'heure, il a disparu. Il a bien marqué les esprits, notamment avec le concert. Vous vouliez parler du concert de John Littleton en 1971. Qu'est-ce qui représente pour vous ce moment rapidement? Ça, en fait, c'était l'abbé Gillard, un ancien prêtre d'ici. Il y avait un groupe de jeunes du canton de 20, 23, 24 ans qui se réunissaient tous les dimanches après-midi dans une des pièces du collège Notre-Dame, mais c'était une petite maison en bord de route. Puis c'était le lieu de rendez-vous. Puis un beau jour, fin de juin de cette année-là, l'abbé Gillard dit je m'en vais, je suis nommé en mission, je ne sais plus à quel endroit. Il dit voilà ce que j'ai prévu, qu'on fasse tous ensemble. Mais je m'en vais, est-ce que vous voulez reprendre le flambeau ou pas? On s'est regardé, nous, on n'était pas association ni quoi que ce soit. Puis on s'est dit, pourquoi pas, on mord dedans. Et donc, on a fait venir John Littleton, chanteur de Negro Spiritual. Il est décédé, il était né en 1922. Très bon chanteur. En première partie, nous avions fait venir comment on appelle ça? Les compagnons de la Tourlandrie, issus des fêtes de la joie ou des coupes de la joie. En 1959, ils étaient arrivés premiers à Annecy devant 20 000 personnes. Et ils ont continué leur groupe en amateur jusqu'à ces jours-ci, jusqu'à maintenant. Et donc, ce soir-là, avec de la publicité, sans aucune réservation, 1200 personnes dans la salle. 3 fois la jauge aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Paul Barjol. Je suis obligée de vous arrêter parce qu'on va avoir Radio Vatican qui va démarrer. Merci pour votre éclairage. On poursuit ce tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat. C'est le tour des clochers. Et nous voici dans la dernière partie de notre émission, le Tour des Clochers en direct de la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat, au cœur des vignes nantaises. Depuis presque 2 heures maintenant, nous découvrons la vie de cette communauté, ses engagements, sa foi. Et justement, la solidarité est au cœur de la vie paroissiale et du territoire. Ici, au Loroux-Bottereau, une association fait un travail remarquable auprès des familles en difficulté. Dépanne Épices, l'épicerie solidaire qui intervient sur tout le territoire de Loire-Divat. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Annick Détouche. Bonjour Annick. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette association portée par une 60aine de bénévoles. Dépanne Épices, on peut le dire, est devenu un acteur incontournable de la solidarité sur le territoire de Loire-Divat. Comment elle est née, cette épicerie solidaire? Elle est née de la volonté en fait d'élus du territoire. En fait, ça concernait l'ancienne communauté de communes. Donc ça couvre en fait le Loroux-Bottereau, Saint-Julien, Divat-sur-Loire et le Landreau. Et la Remaudière également faisait partie également. Et en fait, les élus, plus un groupe de bénévoles, pensaient qu'il fallait apporter une autre aide aux personnes en difficulté. Une aide qui n'avait pas l'air, en fait, de faire la manche aux gens. Une aide où les gens se sentaient quand même à l'aise de venir. Digne. Voilà. C'est surtout l'important, c'est de garder la dignité. Aujourd'hui, vous avez franchi un cap, plus de 200 ménages aidés, 520 personnes, soit une hausse de 10% en un an. Qu'est-ce qui explique cette augmentation de la demande selon vous ? Le contexte national, économique. En fait, voilà, oui, tout à fait. De plus en plus de gens ont besoin aujourd'hui d'une épicerie solidaire. Tout à fait. Ouais. Vous accueillez les familles chaque jeudi dans votre local, route de Barbechat. Comment ça se passe concrètement, une permanence ? Alors, en fait, tout commence par les CCAS de chaque commune concernée. Les gens en difficulté vont au centre d'action sociale, pardon. Voilà, oui, tout à fait. Le centre d'action sociale, les gens sont reçus d'abord. On ne reçoit pas directement, en fait. Oui, on ne vient pas directement à vous. Non, on passe pas la porte sans avoir d'abord rencontré les CCAS, le centre d'action sociale. Là, un dossier constitué. Et ensuite, le dossier est présenté par les élus de chaque commune en commission interne au niveau de l'épicerie sociale. Et là, on voit s'il faut aider les gens pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois maxi.
Ce qui ne veut pas dire qu'au bout de 3 mois, on va les laisser. D'accord. Et ça veut dire qu'au bout de 3 mois, les personnes vont retourner au CCAS. Et c'est le but est de toujours les garder, en fait, de garder un œil, entre guillemets, les aider, puisqu'en fait, quelquefois, ça peut avoir d'autres soucis. Mmh. Donc, il y a toujours l'aide alimentaire, mais il y a aussi le suivi, en fait, des personnes. Mmh. Et en les gardant que 3 mois, ça permet de savoir s'il y a d'autres problèmes et pourquoi est-ce qu'ils ne s'en sortent pas, etc. Et alors, concrètement, la permanence, elle ouvre à quelle heure ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, en fait, une fois que les gens sont inscrits, ils ont un horaire qui leur est attribué. Ah. Ils ne viennent pas à n'importe quelle heure. En fait, on leur donne un horaire pour le mois. D'accord. Et ils viennent à l'horaire qui leur est donné, en fait. Chaque jeudi. Chaque jeudi. Alors, ils peuvent venir tous les jeudis ou venir que 2 fois dans le mois. On leur demande un minimum de 2 fois. Parce que pour nous, ça permet de gérer le stock de marchandises, voilà aussi, que tout le monde puisse se servir. Et ensuite, ils font leurs courses, comme dans une épicerie, en fait. Hein. Ouais. Ils ont un budget à respecter en fonction de la composition de la famille. Oui. Le budget il est donné par le CCAS ? Non, le budget a été établi par l'épicerie, en fait. D'accord. Hein. C'est nous qui avons donné le budget, avec l'accord toujours des CCAS, puisqu'on est en lien étroit avec eux. Et en fait, suivant la composition, ils ont un budget qui va de 13 € pour une personne seule, en disant pour l'alimentaire et pour l'hygiène, c'est séparé. Ils ont 2 budgets. Oui, justement, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Qu'est-ce que les familles peuvent trouver chez Dépanne Épices ? Alors, en alimentaire, tous les produits de base, de toute façon. Ça, c'est obligatoire. Plus d'autres produits, puisqu'en fait, on se sert surtout, en fait, le ravitaillement se fait auprès de la banque alimentaire. D'accord. Plus, s'il manque des produits, on va acheter également, en fait, ce qui manque. Oui. Hein. Et autrement, on a un partenariat également avec Intermarché du Loroux-Botreau. Oui, c'est ça. Donc vous êtes aidé, vous êtes fourni finalement par l'Intermarché. Là, on peut le dire quand même parce que c'est une belle, oui, tout à fait, une belle aide. Et puis la banque alimentaire. La banque alimentaire, elle souffre aussi un peu aujourd'hui d'un manque de denrées, de données. Comment vous faites s'il y a un manque ? Vous êtes obligé d'acheter vous-même ? Oui, on achète quand il manque. Mais oui, parce que moi j'avais vu que vous êtes passé quand même de 28 tonnes à 38 tonnes de denrées. C'est quand même, ça veut dire que c'est une augmentation de bénéficiaires, on imagine. C'est un motif d'inquiétude pour vous, cette croissance continue ? C'est surtout inquiétant pour la population. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a toujours de l'aide. Et je me rappelle d'un de nos bénévoles qui m'avait dit que c'était une belle aventure de devenir bénévole à l'épicerie, mais que c'était regrettable, au bout de tant d'années, d'avoir toujours autant de monde, et même plus qu'avant. Ouais, ça augmente en permanence. Voilà. C'est tout fou. À fait. Mais justement, parlons des bénévoles. Comment... Vous êtes une 60aine de bénévoles mobilisés. Oui. Il y en a qui sont à l'accueil, d'autres à l'approvisionnement. Comment est-ce que vous organisez ces équipes qui se relaient de semaine en semaine ? En fait, on a des équipes à peu près de 10 à 11 personnes. Alors ça, ce sont les équipes qui viennent tous les jeudis. Alors on a une permanence une fois par mois, en fait. Le jeudi, le mercredi après-midi pour préparer l'épicerie. Ouais. Et ceux-là, en fait, ils viennent, ils ont leur planning annuel. Et on a 2 autres équipes, en fait. Une qui va chercher les produits frais à la banque alimentaire. Donc là, c'est un roulement aussi qui est établi. Ils ont aussi leur planning à eux. Ils vont en binôme. Et on a une autre équipe de binôme qui va tous les 15 jours chercher les produits secs à la banque alimentaire également. Vous avez besoin aujourd'hui de bénévoles ? On a des bénévoles. Mais vous en recherchez encore ? On en a qui viennent régulièrement. D'accord. Alors, vous notez que 3/4 de vos bénéficiaires, sont des personnes seules ou des familles monoparentales, et que la moitié a moins de 25 ans. C'est un profil qui vous interpelle ? On a beaucoup de familles monoparentales, effectivement. De plus en plus ? De plus en plus. Et on a beaucoup de jeunes également, davantage. Ouais. On s'aperçoit à l'heure actuelle qu'il y a moins de grandes familles. Ce qui est un peu normal. Hein, oui. Il y a moins de grandes familles aussi. Hein. Oui, c'est peut-être par lié contre, oui. Bah oui, on en parle beaucoup actuellement. Oui. Du manque de natalité. Oui. Mais actuellement, il y a beaucoup de jeunes, effectivement. De familles jeunes. Et les familles monoparentales, ils ont des budgets serrés.
Oui, tout à fait. Géographiquement aussi, il y a des caractéristiques. La majorité de vos bénéficiaires vient du Loroux-Botero, alors que vous intervenez sur tout Loire-Divat. Comment vous expliquez cette répartition ? Non, on ne couvre pas tout Loire-Divat, en fait. On ne couvre que l'ancienne communauté de communes que je vous ai nommée tout à l'heure, en fait. Parce que ça a été à l'origine, en fait. Ouais. Et on n'a pas la possibilité de recevoir des gens qui viennent de Valais, du Palais, de Mousillon. Pour eux, ce serait beaucoup trop loin. Ouais. Donc, la question s'est posée aux élus quand même de la CCSL, mais il faudrait qu'ils trouvent un autre local dans l'autre partie de la communauté de communes et d'autres bénévoles, effectivement. Mais ça, c'est une volonté politique après de trouver ce qu'il faut. Déjà, il faut un local. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on est bien installés et en fait, où on est situé, on couvre bien toute cette partie de la communauté de communes, en fait, de la CCSL. Justement, la communauté de communes prend en charge votre loyer. Le collège Notre-Dame sensibilise ses élèves de 5e à la solidarité et organise des collectes de jouets. Ces soutiens, ils sont essentiels, on imagine, pour vous ? Disons que la CCSL, en fait, c'est essentiel pour nous, puisqu'en fait, c'est le loyer et les charges y afférentes font partie de notre subvention, effectivement. Pour terminer, Annick Détouche, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer à nos auditeurs, à ceux qui vous écoutent ce matin ? Eh bien, surtout de ne pas rester isolés. Toutes les personnes qui se sentent en difficulté n'hésitent pas à franchir la porte pour voir un CCAS et expliquer leur situation. Il y a certainement d'autres personnes qui auraient besoin d'aide, qui ne veulent pas qu'on leur tende la main, mais notre épicerie, c'est une épicerie en fait. On inscrit des personnes qui ne viennent pas toujours dès le début, parce qu'elles ont peur. Il y a un a priori. Il y a un a priori, et puis c'est pas facile de dire qu'on est en difficulté. Donc une fois qu'ils ont franchi la porte, ils se rendent compte qu'ils sont dans une épicerie. On fonctionne exactement pareil. Il y a les gens font leurs courses comme dans un magasin. Ils peuvent venir accompagner de leurs enfants, ça ne les gêne pas du tout. Et ils payent. Voilà, ça c'est important. On ne donne pas. Voilà. Ils payent une très petite somme, mais ils payent. Donc en fait, c'est une aide sans être une aide, puisque pour eux, on ne leur fait pas l'aumône. C'est pas un cadeau. Merci beaucoup Annick Détouche pour ce témoignage sur l'action de Dépanne-Épices et merci pour cet engagement aux côtés des plus fragiles. Je vous remercie. Jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Eh bien, nous arrivons au terme de ce tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Barthélemy entre Loire et Divat. Père Serge Babingui, vous nous avez accueillis ce matin dans votre paroisse. Merci. Vous avez entendu tous ces témoignages de vie communautaire et d'engagement. Pour la minute qui nous reste, je vous laisse le mot de la fin, en fait. Moi, je crois que le mot que je dois avoir, c'est dire merci. Merci d'abord au Seigneur qui nous donne suffisamment de force pour mener cette mission. Merci aussi à tous les bénévoles qui s'engagent, qui prennent de leur temps pour rendre vivante la parole de Dieu et les actions de l'Église. Je pense aussi que il y a une joie, la joie de savoir se sentir accueilli dans une Église. Et je crois que nous sommes un peuple de Dieu en marche, qui certainement cherche à vouloir vivre le message de l'Évangile. Et j'encourage et je lance un appel à chacun d'entre nous, à tous ceux qui se sentent loin, de venir rencontrer le Seigneur. C'est notre chemin et je crois que c'est là où se trouve le message de paix et de joie. Eh bien, c'est un appel entendu. Merci beaucoup, Père Serge Babingui. Merci de nous avoir accueillis ce matin, d'avoir partagé cette matinale avec les auditeurs de Radio Fidélité. Un grand merci également à tous les intervenants.